Bonjour Loïc Duhem, bienvenue au CRIT de Bruxelles. Bonjour. On voulait vous poser quelques questions concernant l'exposition, votre exposition en fait. Voilà. Comment la philosophie peut-elle amener à l'art? Oh, question très difficile. J'ai envie de répondre de manière biographique, c'est-à-dire que j'ai commencé par l'art et je suis venu à la philosophie ensuite. Et longtemps, j'ai cru que ces deux activités n'avaient aucun rapport, ou je les laissais chacune de son côté dans mon travail en général. Et d'ailleurs, rarement on savait que j'étais philosophe quand j'étais artiste, ou artiste quand j'étais philosophe. Et puis, un certain nombre de personnes de mon entourage, des amis, des artistes ou des philosophes qui me connaissaient intimement, m'ont dit ça finira par se croiser. Et en effet, depuis 2 ou 3 ans seulement, alors que ça fait presque une bonne quinzaine d'années que je travaille en tant qu'artiste, mes réflexions philosophiques sont venues peu à peu s'insérer dans mon activité artistique, sont venues la nourrir, pas forcément pour lui donner une plus grande force ou une plus grande consistance, mais simplement pour unir des choses qui étaient séparées en moi. Et c'est vraiment depuis l'année dernière, où dans le cadre d'un colloque à Cerisy-la-Salle, où je participais en tant que philosophe, j'ai en même temps proposé une exposition. Et pour la première fois, donc, je montrais publiquement que j'avais ces deux activités. Et à l'intérieur de l'exposition, qui s'appelait Nekuya, qui est le rituel d'hommage adressé aux morts chez les Grecs, eh bien, la philosophie et l'art pouvaient communiquer. Voilà comment c'est venu. Ce croisement n'était pas évident pour moi. Il ne l'est pas toujours totalement parce que j'ai 2 craintes dont j'essaye de m'émanciper. La première serait que l'art viendrait illustrer des idées philosophiques, et ce n'est pas ma façon de travailler. Et de l'autre, que le discours philosophique viendrait étayer, renforcer le travail plastique. Mais c'est vrai que ces dernières années, comme je le disais, de plus en plus, je sens une intimité, une relation entre les deux. Voilà. Pourquoi le bleu est-il si présent dans les paysages du dehors? Alors pour cette exposition, c'est vrai que le bleu outre-mer domine beaucoup, parce que d'abord, la première série qui m'a donné l'idée de l'exposition, c'est la série des dessins au stylo bille bleu. Et il se trouve qu'en 1997, donc il y a très longtemps, au tout début de mon activité artistique, j'ai travaillé avec le stylo bille. Et puis, ça n'était qu'un fond pour moi. Et à l'occasion d'un voyage au Canada, dans l'avion, j'ai commencé à griffonner de manière récurrente le papier, et ça a fini par produire des courbes, des vallons, des collines, et donc en quelque sorte des paysages. Et par effet de contamination, en quelque sorte, ce bleu s'est imposé un petit peu partout. Et aussi dans ma période précédente, lorsque je travaillais beaucoup avec les empreintes digitales, j'utilisais que les couleurs pures, notamment le rouge carmin, le jaune cadmium, le bleu outre-mer foncé, et puis le blanc et le noir. Et donc c'est une couleur que j'avais quand même pas mal utilisée. Et là, ça me permettait, ce bleu, de créer, disons, une dimension différente du paysage, qui ne soit associée ni directement à la pierre, ni directement à la forêt, qui aurait des couleurs emblématiques, ni forcément au ciel ou à la mer, mais qu'on ait l'impression que la terre soit devenue comme le ciel, ou que la terre soit devenue comme une mer, qu'elle soit en mouvement, et qu'on voit désormais les montagnes, par exemple, comme dans la grande peinture qui s'appelle Les Cimes, où les montagnes apparaissent sous forme de crêtes, complètement bleutées, comme si le ciel s'était inversé, que le ciel était devenu de pierre, c'est la matière brute de la toile, et que la montagne était devenue en quelque sorte le ciel, par une grande densité de bleu. Et de même que dans les dessins que j'ai évoqués au stylo bille, ça permet d'éviter d'être aussi dans un rapport direct d'identification du paysage.
de se dire « Ah, c'est ça ce paysage ». C'est plutôt quelque chose d'évocateur, de poétique, où au fond, on ne sait plus très bien où est le ciel et où est la terre. En tout cas, c'est dans cet esprit-là. Quel lien faites-vous entre le paysage du dehors et le paysage du dedans? Alors, c'est une question là encore assez difficile, puisque j'ai intitulé l'exposition Dedans-dehors à l'orée des paysages, parce que ça me tenait à cœur d'essayer de faire communiquer des paysages qu'on pourrait appeler du dedans, en ce sens que ce ne sont pas des paysages contemplés, ce sont des paysages qui ont été produits par mon esprit dans des circonstances très particulières, qui sont des circonstances d'hallucination pendant mon enfance, où lors de fortes fièvres, des hallucinations essentiellement visuelles m'apparaissaient, avec notamment des projections d'images dans l'espace, sur le plafond ou sur les murs, et que j'ai d'ailleurs matérialisé par ces plaques de zinc gravées qui sont dans les paysages du dedans. Il y en a 3 qui sont les 3 plus fortes hallucinations que j'ai eues. Une qui est un serpent doré en mouvement spirale, un deuxième qui est le mouvement de scintillement des feuilles de peuplier, et une troisième qui, elle, n'est pas visuelle mais auditive, puisque à l'âge de 11 ans, c'est la dernière hallucination qui m'est marquée. J'ai entendu de manière répétée pendant quasiment toute une journée quelqu'un qui en moi comptait de 1 à 10 sans s'arrêter. Et c'était, puisque cette galerie se situe au sein d'une institution tout à fait particulière, je me suis dit c'est l'occasion de tenter de faire quelque chose avec cela. Et plutôt que de l'envisager comme de simples images, elles me sont apparues comme des paysages mentaux plutôt que des paysages contemplés au dehors qui seraient localisés quelque part dans un pays ou même sur la terre en général. Et l'articulation avec les paysages du dehors, c'était l'idée au fond que je faisais communiquer 2 périodes de ma vie et aussi 2 manières de voir le monde. Une manière de voir le monde à l'extérieur, ouverte, dans une communication entre un regard des objets, des horizons, et un paysage du dedans, plus intime, plus profond, voire angoissant, difficile, lié à l'enfance et à de nombreuses difficultés. Et là où la communication se fait, je crois, c'est par les cloisons latérales qui définissent l'espace du dedans, qui en fait sont en tissu tendu, et on voit au travers, mais aussi on pourra entendre au travers. Et je les vois un peu comme des paupières, à travers lesquelles on peut voir quand même la lumière. Donc, si vous voulez, la communication est à la fois intime, personnelle, mais aussi symbolique par ces cloisons. Et il faut souligner le rôle de la musique environnementale de Bruno Abt, qui va avoir aussi cet effet de communication entre les 2 espaces. Parce que le son sera autant diffusé vers l'intérieur, là où il y a l'espace du dedans, que rayonnant à l'extérieur et venant napper en quelque sorte l'ensemble des peintures qui forment les paysages du dehors. L'intérieur et l'extérieur ne se mêlent-ils pas? Pourquoi les avoir séparés dans la galerie Vertige? Alors justement, j'ai presque répondu par anticipation à la question, c'est qu'ils sont à la fois séparés et non séparés. Ils sont séparés parce que matériellement, c'est vrai que j'ai constitué 2 espaces, et en même temps, ces 2 espaces, les cloisons ne sont pas comme des murs impénétrables, ils laissent passer le son et la lumière, et ressemblent un peu comme une peau, comme des paupières. Donc, ce qui fait que c'est pas totalement une exclusion, il y a une articulation, une volonté de dire qu'il y a une communication qui peut exister. Et la circulation même des spectateurs dans la galerie va rétablir en quelque sorte ce rapport entre intérieur et extérieur. Donc en fait, dedans-dehors, il faut écouter le mot, ce beau mot en français qui est orée. Orée, ça veut dire à la lisière. Ça veut dire au moment où on passe un seuil entre justement l'intérieur et l'extérieur, entre le dedans et le dehors. C'est pour ça que ça s'appelle à l'orée des paysages. C'est aussi parce que les paysages que je montre, ce ne sont pas vraiment les paysages traditionnels de la peinture dite de paysage. Même si le paysage a été reconsidéré depuis le XXe siècle et beaucoup aujourd'hui, c'est une façon de dire qu'on se situe
dans un entre-deux ou au seuil du paysage, avant que le paysage soit identifiable, qu'il soit totalement défini, qu'on puisse dire « Ah, voici une montagne, ah, voici des arbres, ah, voici une ville », etc. Le son et l'image, l'ouïe et la vue, deux sens sinon rien. Ah, c'est une proposition presque. Alors deux sens sinon rien, oui parce que le toucher par exemple n'est pas convoqué, il n'est pas permis de toucher comme souvent dans les expositions d'art plastique. En revanche le toucher, je réponds un peu à côté mais je reviendrai, est très important dans mon travail parce que j'ai longtemps travaillé pendant une dizaine d'années avec les empreintes digitales, donc la question du corps dans un contact direct avec le support sans médiation d'outils a été très importante. Et elle l'est toujours puisque, par exemple, les 4 toiles qui s'appellent les névés, qui sont des restes de neige qui finissent par disparaître, par fondre au soleil, eh bien, je termine toujours ma peinture par un travail directement avec les doigts. Parce que j'obtiens un type de surface que je n'obtiens pas autrement, qui à la fois témoigne d'un geste organique, et en même temps un certain lissé qu'on pourrait obtenir par le rouleau ou par un travail de ponçage très régulier. Mais là, l'idée qu'il y a un lien direct entre la vue et l'ouïe, c'est vrai que depuis assez longtemps, depuis 2007, je travaille très régulièrement avec des compositeurs de musique électroacoustique, Bruno Abt en particulier, qui travaille à nouveau pour cette exposition avec moi, et également avec Jérôme Baudonclerc, plus récemment. Mais en l'occurrence, n'étant pas musicien, mais aimant vraiment le monde musical, le monde sonore, depuis une vingtaine d'années maintenant, ça me paraît évident, pour certaines expositions en tout cas, que la musique a sa place, ou au moins le monde sonore. Mais un monde sonore qui soit composé, qui soit réfléchi, qui ne soit pas juste le bruit ambiant qu'il y a là autour. Et je crois que Bruno et moi, tout en ayant des esthétiques assez différentes malgré tout, on s'articule assez bien et on arrive à trouver un point d'équilibre qui fait qu'il y a des effets de résonance entre la musique et la peinture que je pratique. Sans chercher à ce que la musique soit une transposition directe de la peinture, ou la peinture une expression d'une musicalité quelconque. C'est plutôt un dialogue entre nous qui se met en place. Pourquoi avez-vous mis en œuvre vos hallucinations? Eh bien, j'ai pris l'occasion d'être ici comme une incitation. Tout en étant un artiste plasticien, je travaille très peu sur des éléments biographiques au sens précis, archivistique du terme, où je dirais où je suis né, ce que j'ai pu éprouver, et essayer d'atteindre un point d'expression très personnel et de proposer au public. Je me tiens plutôt en dehors de ce champ-là, même si l'expression et le soi passent toujours dans ce qu'on fait, c'est inévitable. Mais en revanche, je me suis dit, c'est peut-être la seule fois où je pourrais le faire, et je vais essayer de le faire. J'avais ces hallucinations, et je me suis dit, dans une institution qui accueille des patients qui ont des troubles psychiques, peut-être que c'est le bon lieu pour le faire tout en étant un grand risque. Parce que, comme je vous l'avais dit une autre fois, je ne voulais pas tomber dans l'illustration biographique de moi quand j'étais enfant, j'éprouvais ça et donc je le mets en image. En tout cas, ça ne me satisfaisait pas comme idée. Et donc j'ai dû chercher quelque chose qui ne soit pas un mode uniquement illustratif. Et je crois que la musique, pour rebondir sur la question précédente, permet d'éviter cet écueil ou ce risque que je pouvais percevoir. La limite entre la réalité et l'hallucination très présente dans votre exposition explique-t-elle votre intérêt pour la galerie Vertige? Oui, en particulier, justement, puisque je crois que cette galerie et ce lieu, en général, a vocation à faire communiquer le dedans et le dehors, à faire sortir ce qu'il y a au dedans pour que ça vienne au dehors, chez chacun, chez chaque patient,
mais aussi à faire communiquer ce lieu avec le dehors, de faire venir des gens du dehors vers le dedans, et d'amener au dedans le dehors, donc en général les œuvres mais aussi les gens. Et du coup il y a eu une affinité immédiate qui s'est produite, et ce titre m'est venu par rapport à l'activité même de la Galerie Vertige, et ça m'est apparu comme étant un lieu vraiment humain, vraiment intéressant, et l'implication des patients dans le fonctionnement de la galerie est pour moi essentielle et donne toute sa profonde humanité à ce lieu. Et c'est pour ça que ça m'a touché et que ça m'intéressait d'y travailler, plutôt que d'être dans une galerie classique, comme j'ai pu déjà l'expérimenter, où effectivement vous avez tout un système très, très bien huilé, mais qui est parfois impersonnel, ou disons qu'il y a une certaine superficialité. Ici on ne la ressent pas. C'est ça qui est plutôt touchant et que j'ai voulu honorer en quelque sorte en acceptant d'exposer ici. Avez-vous conçu vos œuvres en fonction de la galerie? Oui, certaines tout à fait, puisque il est rare que j'ai une quantité d'œuvres que je déplace de lieu en lieu et qui restent totalement identiques. Parce que chaque exposition pour moi est l'occasion de m'inscrire dans un lieu. Je n'ai pas à proprement parler un travail qu'on appelle in situ, c'est-à-dire qui est défini exclusivement par les conditions matérielles de l'exposition, c'est-à-dire le lieu avec sa lumière, avec son architecture, avec ses espaces, ses perspectives, son histoire, etc. Mais toutes ces dimensions m'imprègnent tout de même. Et c'est vrai que même si je peux avoir des projets qui ne sont pas définis selon un lieu, une fois qu'on me propose un lieu ou que je trouve un lieu pour le montrer, eh bien, il est souvent transformé. Parce que même en ayant des plans, même en ayant des photos, c'est une fois que je suis rentré dans le lieu, qu'il y a un rapport entre le corps et la profondeur de l'espace, les gradients de lumière, je peux vraiment me projeter complètement dedans, et du coup le projet d'exposition ou les œuvres que j'avais prévues, au moins dans leur agencement, peuvent changer, voire je décide d'en produire exprès pour le lieu, parce que sinon je n'obtiendrai pas l'effet requis ou attendu et l'effet de synergie entre les différentes œuvres. La diversité des techniques employées renforce-t-elle votre propos? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, j'aime expérimenter. J'aime aussi cette dialectique qui va s'opérer entre des plaques de zinc métalliques, industrielles, attaquées à l'acide, qui ont une certaine force matérielle, une certaine puissance, et qui peuvent être impressionnants par le format aussi. Et en même temps, des choses très simples, très délicates, presque quotidiennes, du stylo bille sur des petites feuilles de carnet à dessin qu'on trouve n'importe où, et qui n'ont pas du tout, qui ne nécessitent pas autant de techniques, de travail, qui ne sont pas encombrants du tout. Et c'est vrai que sans chercher à tout prix à renforcer le propos par les matériaux,